Ils ont complètement abusé de ma fille. Ils me l'ont complètement abîmée. Seul Dieu pourrait y apporter une solution. J'étais enceinte de 8 mois lorsque j'ai été violée, ce qui a occasionné une fistule. Vous savez, nous sommes des médecins, nous sommes du personnel soignant. Quand vous voyez quelqu'un qui vient grabataire et qui sort souriant, même sans vous dire merci, vous rentrez chez vous, vous dites « j'ai vraiment fait mon travail ». Des montagnes qui surplombent les villes, les bourgades et les villages de l'Est de la République démocratique du Congo se détache une vue paradisiaque. Ce décor cache pourtant une région meurtrie par 2 décennies de conflits armés qui ont vu se répandre le phénomène des violences sexuelles. En 2013, le gouvernement canadien intervient avec un financement de 18 millions de dollars canadiens pour lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre. Un programme conjoint dénommé Tupinge Bakaji, luttant contre les violences sexuelles en Swahili, est mis en œuvre à Kinshasa, dans le Bandundu, les 2 Kivu et l'Ituri. Il est articulé autour de plusieurs composantes dans une approche holistique. Nous avons 4 composantes dans le programme. La composante lutte contre l'impunité, qui est mise en œuvre par le PNUD et le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Nous avons la composante communication pour le changement de comportement, qui est mise en œuvre par l'UNESCO. La composante prise en charge médicale et psychosociale, qui est mise en œuvre par UNFPA. Et la composante réinsertion socio-économique des victimes de violences sexuelles, mise en œuvre par le PNUD. La particularité de ce programme, c'est sa manière d'intervention. Parce qu'aujourd'hui, on est parvenu à assurer un paquet de services complets pour les victimes de violences sexuelles. À ces composantes, il faut ajouter une 5e, consacrée au renforcement du mécanisme de coordination avec le gouvernement congolais. Et 5 ans après, malgré un contexte particulièrement défavorable, les efforts conjugués des partenaires et du gouvernement de la RDC ont porté leurs fruits. Il y a une évolution très positive, caractérisée par une réduction sensible des nombres de cas de violences sexuelles, mais surtout aussi caractérisée par la compréhension par la communauté, parce que nous avons mené une sensibilisation assez importante au niveau communautaire, et là ça produit des fruits, parce qu'on a créé un comité provincial et également des comités au niveau des territoires, et nous sommes en train de mettre des comités au niveau le plus local possible, au niveau des collectivités ou au niveau des localités. Ça nous a vraiment permis de renforcer la coordination au niveau des territoires et au niveau provincial. Plus de 80% des objectifs assignés au programme ont été atteints grâce à des interventions dans la lutte contre l'impunité, l'appui aux victimes des violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que l'autonomisation des femmes. 17 cliniques juridiques ont été implantées dans la zone d'intervention pour assister les victimes. Aujourd'hui, l'affluence est à son comble dans la clinique de Luvungi, dans la plaine de Ruzizi, au sud Kivu. Par dizaines, les victimes rencontrent les parajuristes. Parmi elles, Apolline et Marianne, paysannes violées par un même bourreau alors qu'elles se rendaient au champ, voient aujourd'hui leur combat récompensé. Ils nous ont amenés chez le médecin qui nous a examinés. Heureusement que le matin d'après, l'auteur du viol a été appréhendé et transféré au parquet. Il nous avait alors donné un avocat bénévole qui nous a bien défendus, ce qui a permis de condamner l'auteur du viol à 10 ans de prison. Sans cela, nous n'aurions pas eu gain de cause. Les victimes qui viennent chez nous, parce qu'ils viennent ici au niveau des cliniques, parce que, par exemple, elle a été victime de violences sexuelles, de viols précisément, et n'a pas de moyens pour aller à justice. La clinique juridique qui offre gratuitement ces services, qui l'accompagne juridiquement et qui l'assiste au niveau des juridictions à toutes les phases de la procédure, à partir de la phase préjuridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle.
Sur les 3000 victimes ciblées, près de 2500 ont bénéficié de l'accompagnement. Révélateur de l'ampleur du phénomène, ce chiffre est surtout tributaire du capital confiance restauré entre les populations et les forces de la police, un des maillons essentiels de la lutte contre l'impunité. Quand vous voyez parfois les statistiques monter, c'est par rapport au travail qui est fait par la police et les autres intervenants qui fait que parfois ces femmes, ces filles qui étaient victimes et renfermées à elles-mêmes arrivent à dénoncer pour pouvoir avoir accès à la justice. Nous avons des outils que nous utilisons d'une façon efficace dans la collecte des informations, dans la collecte des preuves. Et donc, une fois que la victime qui s'est plaint voit que le suspect a été arrêté et condamné, ça attire la confiance également. La confiance face à un phénomène de plus en plus complexe. Nous avons affaire, je crois, à deux grands types de problèmes. Nous avons affaire à des viols, souvent qui surviennent au champ, que ce soit sur des personnes adultes ou sur des mineurs. Et nous avons des problèmes de mariage précoce. Pour les problèmes de viol, nous pensons que cela est plus lié à l'état d'insécurité qui sévit sur presque tout l'Est de la République. La plupart d'auteurs présumés seraient des hommes en armes, la plupart. Il y a aussi des habitants mal intentionnés, souvent des bergers, qui prennent plaisir à aller faire souffrir les femmes, surtout au niveau des champs. À Kichanga, au Nord Kivu, Fifi Bouniré, conseillère à la clinique juridique, a rendez-vous au commissariat de la police. Elle collecte les éléments de preuve sur le viol d'une fillette de 9 ans. L'auteur du crime, un quinquagénaire présenté comme un des ex-rebelles de FDLR, un mouvement rebelle rwandais. Ici, aujourd'hui, on a un cas d'un viol. Et la victime a été enlevée dans les camps de déplacés de Mungote à Kichanga. Et l'auteur est sous arrêt. Et la victime a quel âge? Elle a 9 ans. Et l'auteur? L'auteur a 52 ans. On est dans les instructions préliminaires. On va le différer à qui des droits. Les faits se déroulent à Mungote, un camp de déplacés situé à Kichanga, localité jouxtant les territoires de Massissi et de Rutshuru, à environ 80 km de Goma. Kichanga était, dans un passé récent, le bastion d'une rébellion qui a déstabilisé l'est du pays. Suffisant pour expliquer l'affluence des déplacés dans les camps de Mungote. Il y a peu, quelques 15 000 déplacés étaient recensés, soit près de 20% de la population de Kichanga, ce qui renforce davantage la vulnérabilité des déplacés. Rapprocher les justiciers des justiciables, c'est l'autre défi du programme. Le principe pour la justice militaire, c'est que ceux qui ont vécu l'infraction, la commission de l'infraction, vivent aussi de quelle manière l'infraction est réprimée. C'est pour cela que, de manière générale, les audiences des coups militaires se tiennent en foraine, c'est-à-dire on doit être le plus près possible des personnes qui ont été victimes de l'infraction pour qu'ils sachent que après les audiences, que justice a été faite, justice a été rétablie, que ceux qui ont commis les infractions ont été effectivement punis. Ça joue aussi en termes de prévention. Ça peut permettre aux délinquants ou soit aux violets éventuels de ne pas commettre les mêmes forfaits. Compte tenu souvent de la peine en matière de violences sexuelles, qu'il y a des fois que la peine peut atteindre même 20 ans de prison. Le programme a soutenu l'organisation d'une dizaine d'audiences foraines dans les deux Kivu et en Ituri. Près de 800 décisions judiciaires ont été rendues, dont plus de 80% de condamnations contre 20% d'acquittement. Des décisions qui ont eu de l'effet dans les rangs des forces de sécurité et groupes armés. Aujourd'hui, quand vous regardez les cas de violences sexuelles qui étaient commis par les hommes en armes, et notamment les policiers et les militaires, ça a sensiblement baissé, à telle sorte que l'équation s'est inversée. Aujourd'hui, ce sont beaucoup plus les civils qui commettent les violences que la police et l'armée. C'est grâce à cette intervention de la lutte contre l'impunité. Présentées hier comme une arme psychologique de guerre, les violences sexuelles constituent aujourd'hui un phénomène de société.
nous sommes dans des régions rurales où se marier avant 18 ans, que ce soit pour la fille ou pour les parents, semble plus ou moins normal. Ça fait que pour les familles, dès qu'il y a des cas de viol comme ça, avec une grossesse qui s'ensuit, la tendance est beaucoup plus aux arrangements à l'amiable qu'à venir dénoncer. On doit beaucoup plus insister sur la sensibilisation dans les écoles, au niveau des médias, au niveau des parents, dans nos églises avec les leaders locaux, pour que les gens comprennent que cette mentalité doit changer. Le projet contribue au changement des comportements de la population à travers des initiatives portées par des leaders communautaires. 25 écoles secondaires et 5 universités ont été identifiées comme des champs d'expérimentation d'une stratégie de communication élaborée à cet effet. L'université de Goma en fait partie. Les connaissances que nous avons données aux étudiants qui ont participé dans les différentes causeries éducatives ici à l'université, ce sont les mêmes garçons qui vivent aussi dans des différentes familles. Ils sont ici comme étudiants et quand ils sont à la maison, ils sont aussi des enfants d'une famille. Et ça aide aussi à réduire la discrimination faite à la jeune femme. Parce que nous disons que les mêmes garçons sont les responsables de demain. Auparavant, les étudiantes connaissaient ce genre de difficultés. Une fille pouvait être menacée ou même agressée par un enseignant. Elle ne savait pas où elle pouvait s'orienter pour dénoncer cela. Mais grâce au projet Tupinge Ubakaji, il y a déjà des instances qui sont mises en place. Aujourd'hui, il y a une clinique juridique de l'université et comprenez que là, l'étudiante touchée ou l'étudiante qui a été menacée, qui a été poursuivie par un enseignant, peut facilement se plaindre. Et quand elle se plaint, le comité de gestion prend en charge la question. Les survivants des violences sexuelles ont besoin d'une réponse médicale appropriée. Ils ont aussi besoin des différents types de services de santé mentale et de soutien psychosocial. 23 structures médicales ciblées ont été ainsi approvisionnées en médicaments essentiels. Le Fonds des Nations Unies pour la population, qui est chargé de la mise en œuvre de la composante prise en charge médicale et psychosociale, a également procédé au renforcement de l'ensemble des équipements biomédicaux, techniques et informatiques. L'appui est arrivé au moment opportun. Quand il s'agit de victimes de violences sexuelles, ils viennent et en venant à l'hôpital, ils ne payent rien et ils sont pris en charge avec des kits gratuitement. C'est ça un peu notre satisfaction. Lorsqu'on n'a pas de kits nécessaires pour pourvoir aussi à cette prise en charge, on peut assister à beaucoup d'autres dommages. Des déchirures par exemple du col, des déchirures du périnée, mais avec du matériel que nous avons reçu sur le plan obstétrical, sur le plan gynécologique, sur les cas chirurgicaux, ça nous a aidé à prendre en charge ces victimes-là aussi. Près de 5800 victimes ont été prises en charge par les structures médicales appuyées. Julienne en fait partie. Mariée, elle était enceinte de 8 mois lorsqu'elle fut violée. Aujourd'hui, elle est partagée entre le sourire d'une vie retrouvée et les larmes d'un passé douloureux. Elle a perdu son mariage et ne pourra plus jamais concevoir. J'étais enceinte de 8 mois. Un jour, je me retrouvais au champ. J'ai vu surgir des hommes en tenue militaire. Ils m'ont violée à plusieurs reprises. J'étais en danger de mort. N'eût été la présence des passants qui m'ont découverte dans le champ. C'est lors de l'accouchement qu'on a constaté que le bébé était déjà mort et que j'avais une fistule, ce qui a causé l'incontinence urinaire. Mais j'ai été soignée et maintenant tout va bien. Les structures médicales ont également bénéficié de renforcement de capacités de leur personnel à assurer une prise en charge adéquate aux victimes. Donc ça fait que nous sommes beaucoup armés pour aider ces gens. Avant, on pouvait le faire en tâtonnant, mais aujourd'hui c'est devenu automatique. Donc nous savons que dès qu'un survivant arrive, une survivante, la prise en charge est vraiment optimale. Ça nous a aidé à améliorer la prise en charge, surtout des femmes enceintes, des femmes après viol, des femmes après avortement. Foura, 14 ans, a rendez-vous avec son gynécologue à l'hôpital Keshero à Goma.
Elle est tombée enceinte après un viol dans le territoire de Massissi. C'est par césarienne que les médecins procèdent à cet accouchement. La mère et l'enfant sont en bonne santé. Un bébé qui ne connaîtra peut-être jamais son père. Pour mener efficacement la lutte, le programme a également appuyé 6 cellules spéciales de lutte contre les violences sexuelles des parquets de grande instance et 16 unités de la police pour mener les enquêtes judiciaires et les inspections régulières des maisons de détention. Avant ces projets, on avait des lacunes. Et ces lacunes ont été comblées par les différents appuis. Le premier appui qui était beaucoup plus substantiel, c'est l'appui en formation. Les gens ont été formés pendant une durée plus ou moins longue. Et après que ces gens ont été formés, on a équipé ces unités. Et on a accompagné ces gens sur le terrain pour que ces gens puissent faire un travail de qualité. Prenons que nous, on n'a pas de véhicule ici. Pour nous rendre à 7 ou 8 km d'ici, pour aller instruire des affaires à la prison, nous utilisons la Jeep nous dotée par PNUD au travers son programme Touping et Oubakage. Sans cela, la composition ne sera pas même de se déplacer pour les instructions des affaires. La zone de mise en œuvre du programme à l'est de la République démocratique du Congo est en effet vaste. Elle s'étend des provinces des Kivu à l'Ituri. L'absence d'infrastructures routières adéquates ainsi que l'insécurité qui gangrène la région ne facilite pas l'accès des victimes à l'ensemble des services qui leur sont proposés pour une prise en charge optimale. Pour contourner ces contraintes, le programme a expérimenté le One Stop Center. Il s'agit d'un guichet unique qui rapproche les services au bénéfice des victimes. Le One Stop Center a permis de mettre en place des guichets uniques de prise en charge. Donc quand une victime arrive dans une structure médicale, elle trouve tout le paquet de services. Donc on a une traçabilité des victimes et les risques de déperdition sont minimisés. Je pense que s'il y a quelque chose sur lequel on doit travailler en termes de perspective, c'est d'aller vers une généralisation de ces One Stop Centers au niveau national. Avant, on pouvait faire le médical, le psychosocial et on était obligé de les transférer ailleurs pour le suivi juridique et la réinsertion socio-économique. Mais comme on a déjà tout ça ici, on sait que si elle est passée chez moi, je dois l'aider, je l'amène au psychosocial, elle passe dans tous les services et si elle est éligible, elle sera aussi réinsérée socio-économiquement. Alors qu'au début, ce n'était pas ça. Retour au camp des déplacés de Mungoté, à Kichanga. Fifi Bouniéré raccompagne la victime auprès de ses parents. Elle a certes été tirée des griffes de son bourreau, mais n'est pas pour autant au bout de ses peines. Un programme de réinsertion a en effet été mis en place au profit des victimes de violences sexuelles. Lydie a été victime d'un viol qui l'a rendue mère et brisé ses rêves d'enfant. Grâce au kit de réinsertion scolaire offert par le programme, elle a pu, à l'instar de quelques 1000 autres filles, poursuivre ses études. Et cet effet avait bloqué mes études. Mais arrivé ici, lorsque les gens de PNUD m'ont récupéré, ils m'ont fait rentrer à l'école, où j'ai étudié et j'ai obtenu mon diplôme. En cours de mise en œuvre, lors des missions de suivi sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait un nombre très important d'enfants victimes de violences sexuelles. Donc du coup, on a essayé de mettre en place un paquet de services pour la réinsertion scolaire. Et ça a permis de sauver la vie à beaucoup d'enfants. L'étude a une importance capitale dans la vie. Parce qu'une fois que vous étudiez, même si vous pouvez être où, un jour vous saurez gagner votre vie. Parce que peut-être après les études, vous pouvez avoir un emploi qui peut vous aider et aider même la communauté. Aider la communauté, c'est bien l'un des objectifs ultimes du programme. Sur une cible de 4000, elles sont près de 3500 victimes à avoir bénéficié du kit de réinsertion socio-économique pour leur autonomisation. Dans cet atelier,
ce groupe de femmes s'adonne au tissage comme activité génératrice de revenus et de réinsertion sociale. Auparavant, la situation était difficile avec des femmes qui ne pouvaient pas se prendre en charge. Leurs enfants n'étudiaient pas et leurs maris étaient au chômage. Mais à présent, grâce au projet de réinsertion, chaque femme a reçu un kit de réinsertion. Aujourd'hui, les femmes apprennent à tresser les paniers et les vendent à $5 la pièce. Les revenus ainsi générés permettent aux femmes de se prendre en charge, nourrir leur famille, soigner et faire étudier leurs enfants. C'est grâce à cette activité génératrice de revenus que la vie est possible. Bien plus que de simples paniers, c'est une nouvelle raison de vivre qu'elles sont en train de tisser dans cet atelier. Je suis heureuse car chaque fois que je visite ces femmes, je constate une nette amélioration dans leur vie. En effet, les enfants étudient, ce qui prouve que cette activité est bénéfique. Des victimes prises en charge et assistées en justice, des bourreaux condamnés à répondre de leurs actes, des élèves qui renouent avec l'école, des femmes appuyées en vue de leur réinsertion socio-économique. Autant de motifs d'espoir pour les victimes de violences sexuelles et basés sur le genre, et des perspectives dans la lutte contre ce fléau. C'est une passion maintenant que nous avons par rapport aux enfants, par rapport aux victimes de violences sexuelles. Une personne qui a rendu un mauvais service à la société et que vous vous rendez compte que vous l'avez quand même arrêté et vous l'avez traduit en justice et qu'elle a été condamnée, ça fait plaisir. Pour les cas de viols collectifs, nous avons enregistré des filles mineures abandonnées avec des grossesses non désirées. Quand nous les prenons en charge et que nous sentons que ces personnes sont soulagées, surtout que c'est une grossesse que nous avons suivie du début à la fin, et que cette personne accouche bien, l'enfant grandit, qu'on peut encore continuer à le faire soigner ici, nous pensons qu'il n'y a pas de salaire plus que ça. Je n'ai jamais considéré qu'on peut par exemple donner en mariage la fille de 17 ans, parce que je la vois, elle est enfant. Mais ce qui me motive, quand je vois mes enfants, je me dis ce que je ne veux pas, que ça puisse arriver à mes enfants, que ça n'arrive pas aux autres.